bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. À Dubaï, l'attention est portée sur les dernières innovations aéronautiques. Le salon ouvre ses portes pour quelques jours. Parmi les délégations, la Côte d'Ivoire, représentée par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. En marge du salon, il a eu des rencontres, notamment avec le vice-président des Émirats pour discuter coopération et partenariat. 1143, c'est le chiffre du jour. La commission électorale indépendante a publié aujourd'hui la liste provisoire des candidats pour les législatives du 27 décembre prochain. La CEI avait réceptionné au total 1415 dossiers entre le 31 octobre et le 12 novembre dernier. L'annonce officielle a été faite en fin d'après-midi par le président de l'institution. 17 350 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe du budget 2026 présenté devant la Commission des affaires économiques et financières. Le projet porte notamment sur le renforcement du rayonnement diplomatique de notre pays. Eh bien, après le grand oral de 2 ministres, les députés ont donné leur feu vert au budget sollicité. Nos reporters ont passé 72 heures au cœur de la communauté juive de Côte d'Ivoire. Le judaïsme connaît depuis plus de 10 ans une progression constante à Abidjan. La communauté Breslev, la plus importante d'Afrique francophone, ouvre son quotidien au grand public. Elle veut jouer un rôle actif dans le développement social. Bienvenue sur RTI1. On commence tout de suite par Dubaï, où se tient le salon sur les dernières innovations aéronautiques. Et parmi les délégations présentes, la Côte d'Ivoire, notre pays, qui est représentée par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Et en marge du salon, vous allez le voir, il multiplie les rencontres sur place, notamment avec le vice-président des Émirats. Il a échangé pour explorer de nouveaux partenariats, nous rapporte Walter Amadou Ouattara. À Dubaï, dans le cadre de l'édition 2025 du Salon de l'aéronautique, Dubaï Air Show, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, multiplie les rencontres. Il s'est entretenu à huis clos avec son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre, ministre des Affaires présidentielles. Les échanges ont permis aux deux personnalités de faire le tour de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Une seule volonté affichée, le renforcement des bonnes relations entre les deux pays. Dans cette même journée, le ministre d'État a également échangé hors caméra avec son Altesse Cheikh Chakbout Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, ministre des Affaires africaines. Nous avons eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de questions, des questions économiques, bien entendu, et des questions militaires aussi. Les Émirats sont un pays riche de sa diversité, la diversité de plusieurs ordres, que ce soit au plan économique, au plan militaire, et même au plan culturel. Par ailleurs, demain, nous avons la signature de la Convention de partenariat militaire avec les Émirats. C'est une journée essentielle dans le cadre de cette mission, car nous pourrons bénéficier d'un appui conséquent des Émirats, aussi bien en termes d'équipement, en termes de renseignement. Bien avant, Téné Birahima Ouattara a rendu visite à la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à Abu Dhabi. Notons que la sécurité, les infrastructures modernes, la propreté sont des atouts majeurs de l'attractivité de Dubaï. On s'inspire des autres. Et loin de Dubaï, on retient un chiffre ce soir, 1143. C'est le nombre de candidatures retenues par la Commission électorale indépendante pour les législatives du 27 décembre prochain. La sélection a été opérée parmi les 1415 dossiers déposés ces 2 dernières semaines. Le président de la CEI a annoncé la liste provisoire. Sidonie Davila nous explique. La Commission électorale indépendante vient de dévoiler la liste provisoire des personnes aptes à compétir pour un siège à l'Assemblée nationale. 1143 candidatures ont été validées par la CEI. Considérant que les dossiers de candidature au nombre de 1143, dont la liste est annexée à la présente décision, sont conformes à la loi et les candidats qui les ont déposés éligibles pour avoir rempli les conditions d'éligibilité prévues par le Code électoral,
qu'il y a lieu de les inscrire sur la liste des candidats aux élections des députés du 27 décembre 2025. Dans sa déclaration, le président de la CEI a évoqué les cas de désistement ainsi que les dossiers rejetés pour non-conformité ou pièces manquantes. Dans la circonscription électorale 124, Kimbirla Sud, Tiémé, Samantigila et Samango, communes et sous-préfectures, ils ont moins de 25 ans, âge minimum requis pour être candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, viciant de ce fait aussi bien leur éligibilité que celle des candidats titulaires auxquels ils sont arrimés. Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inéligibles messieurs Oka Kokore Axel Davila, Kwadio Kofi Jean-François, Kofi Essan Antoine et Madame Bobognon Anne Fanuel pour défaut de qualité d'électeur. Messieurs Sangaré Adama, Keita Moussa, qui n'ont pas l'âge minimum requis pour être retenus comme candidats suppléants et par ricochet, les candidats titulaires auxquels ils sont rattachés. Avant sa déclaration, Ibrahim Koulibaly-Cuvière a tenu à faire des précisions importantes concernant l'examen et la validation des listes. On entend ça et là dire qu'il y a certains candidats qui auraient été ou bien qui auraient fait l'objet de jugements correctionnels, les rendant ainsi inéligibles à la liste des candidats. Mais les décisions qui sont prises en compte par la commission électorale indépendante, ce sont les décisions qui sont devenues définitives. Une simple condamnation ne suffit pas. Il faut que la décision qui est prise en compte et qui a pour effet de radier la personne de la liste électorale, ce sont des décisions définitives. La publication de cette liste n'est pas définitive. Un délai de 8 jours est désormais ouvert aux électeurs pour d'éventuelles contestations devant le Conseil constitutionnel. Et en attendant la liste définitive, on retient cette autre information très importante. 17 350 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe du budget 2026 de notre pays. Présenté en commission à l'Assemblée nationale, le projet met l'accent sur le renforcement du rayonnement de notre pays. Après donc le grand oral de 2 ministres, les députés ont donné leur feu vert au budget sollicité. Nous Sangaré nous explique. Le projet de budget de l'État pour l'année 2026 s'équilibre en recettes et en dépenses à 17 350 milliards de francs CFA, contre 15 339,2 milliards en 2025, soit une progression de 13,1%. C'est ce qu'a présenté le ministre des Finances et du Budget devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Nous avons eu l'occasion également de parler des contraintes et des hypothèses qui ont présidé donc à la préparation de ce budget. Nous avons parlé également de la répartition de ce budget par mission. Et donc, comme vous le savez, les principes du budget programme, c'est que chaque membre du gouvernement vienne présenter son budget, le défendre devant les députés, demander à ce qu'ils puissent jouer leur rôle d'ordonnateur. À sa suite, le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a décliné les chantiers prioritaires qui doivent soutenir la mise en œuvre de la politique gouvernementale, notamment pour renforcer le rayonnement de la diplomatie ivoirienne. Pour conduire ces actions, il plaide pour une enveloppe de 5 122 516 889 francs CFA. Et au nom du ministre des Affaires étrangères, Léon Adom-Kakou, il sollicite également une dotation globale de 146 728 395 147 francs CFA. Ces différents budgets ont été adoptés à la majorité des députés. Je voudrais en tout cas rendre hommage à la représentation nationale, les parlementaires, spécifiquement ceux de la Commission des affaires économiques et financières, pour l'esprit républicain qui a prévalu à nos débats. Un débat riche, un débat qui a permis effectivement de passer en revue un certain nombre de questions, leur exprimer notre gratitude pour le projet de budget donc, des 2 ministères qui a fait l'objet d'approbation de leur part. Avec ce vote, les députés donnent ainsi quitus au gouvernement pour poursuivre ses priorités en matière d'action diplomatique en 2026.
Et plus loin, à Belém, au Brésil, la Côte d'Ivoire fait entendre sa voix à la COP30 sur le climat. La préservation de la biodiversité est au cœur justement des échanges et notre pays défend un modèle, celui des aires protégées, notamment marines, essentielles pour préserver les écosystèmes et les communautés qui en dépendent. L'Office ivoirien des parcs et réserves est très actif sur le terrain. Grace Kando, Adam Sangaré sont nos envoyés spéciaux. Contribution des communautés locales dans la gouvernance des aires marines protégées, leur conservation et apport à la lutte contre les changements climatiques. Entre autres présentations faites par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves sur ces écosystèmes naturels. Les marines protégées de Grand Bérébi au cœur des échanges. Les aires protégées contribuent fortement à l'adaptation et surtout à la résilience face au changement climatique, captent beaucoup plus de carbone que le milieu terrestre. Nous sommes en train d'élaborer un plan d'aménagement et de gestion qui définit les principales activités que nous allons mener sur cet espace-là. Une invite a été faite à tous les partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent nous apporter l'appui technique nécessaire pour une meilleure gestion de cet espace-là. Perspective, il faut qu'on puisse créer de nouvelles aires protégées, mais c'est une seule marine protégée qui a été créée de manière officielle. Donc il y a le processus qui est en cours pour pouvoir créer 4 aires protégées, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait 30% de la superficie du globe d'ici 2030 en aires marines protégées. Donc la Côte d'Ivoire, en créant 5 aires marines protégées, va contribuer fortement à l'atteinte de ce résultat-là. L'importance du renforcement des mécanismes de financement durable au profit des aires marines protégées, un sujet également au menu des échanges. Nous mobilisons des financements que nous mettons à la disposition de l'OIPR pour la gestion des aires protégées. Chaque année, nous sommes à près de 2 milliards de francs CFA que nous octroyons. Ce sont des subventions non remboursables que nous donnons donc à l'OIPR. Toutes ces initiatives traduisent l'engagement de la Côte d'Ivoire à satisfaire les objectifs de la Convention des Nations Unies sur la protection de la biodiversité. L'économie est aussi au centre des priorités. C'est une première entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Un forum d'affaires consacré à la relance de leur coopération économique s'est ouvert aujourd'hui même à Libreville, la capitale. L'initiative est portée par le ministère ivoirien des Affaires étrangères avec un objectif: poser les bases d'une coopération dynamique entre acteurs publics et privés. Et pour cette première, l'agriculture concentre l'essentiel des échanges. Nous témoignent nos envoyés spéciaux Régis Kofi et Célestin Frodo. La distance qui sépare Abidjan de Libreville n'est qu'illusion. Les deux capitales, plus proches que jamais, tant les liens de coopération se raffermissent. Plus de 500 chefs d'entreprise réunis le temps d'un forum d'affaires pour booster la coopération économique sud-sud. Notre pays, riche de ses hommes et de son histoire, de sa culture et de ses ressources naturelles, souhaite aujourd'hui partager cette vitalité avec ses partenaires dans un esprit de partenariat durable. Le Gabon ouvre ainsi ses bras à la Côte d'Ivoire. Les deux nations entendent booster leur flux d'investissement ralenti ces dernières années. Les échanges commerciaux bilatéraux et les flux d'investissement entre la Côte d'Ivoire et le Gabon demeurent bien en deçà de l'ambition affichée de part et d'autre, eu égard aux énormes opportunités. FACIGA 2025 est la première édition d'une aventure commune de développement entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Une volonté traduite par des mots qui devrait se matérialiser sur le terrain, à commencer par la mise en place de moyens de rapprochement. Nos échanges souffrent de coûts de transport élevés et de l'absence de liaisons maritimes régulières entre nos deux pays. Je souhaite, à cet égard, encourager la réflexion autour de solutions conjointes de transport maritime afin de fluidifier les flux commerciaux. Il est important d'œuvrer à une plus grande facilité du droit d'établissement, à la libre circulation des biens et des personnes et à une simplification des procédures administratives. Briser les barrières et s'inscrire dans une perspective d'intégration économique pour profiter des opportunités. Les échanges ivoiro-gabonais caractérisés par une prépondérance des exportations ivoiriennes sont estimés à environ 13,1 milliards de francs CFA en 2024 contre 8,35 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 4,75 milliards de francs CFA. Nous devons donc œuvrer au renforcement de notre commerce en identifiant des leviers concrets de croissance partagée. Des chiffres que l'État gabonais veut aussi booster dès 2026 en y mettant les moyens.
L'activité économique du Gabon est projetée en 2026 à un taux de 6,5%. L'environnement des affaires connaît des améliorations concrètes. Les démarches pour créer une entreprise sont désormais plus simples et plus rapides. Tous ces progrès convergent vers un même objectif: faire du Gabon un pays économiquement crédible. Pour cette première édition, un point d'honneur a été mis sur l'agriculture. Le Gabon veut s'inspirer du modèle ivoirien. Comment le CNRA peut accompagner l'agriculture gabonaise? Mais nous y réfléchissons et ensemble nous allons trouver une solution. Si le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a autorisé qu'on vienne dans ce pays frère pour apporter notre expertise, c'est en connaissance de cause, parce que le président est ouvert à toute sorte de coopération pourvu que cela intègre nos pays et nous permette d'avancer ensemble. En plus de l'agro-industrie, les infrastructures, l'énergie, le numérique et les services financiers font l'objet de rencontres B2B et B2G. Voilà, l'axe Libreville-Yamoussoukro qui se renforce et les statistiques sont très bonnes. Justement, notez qu'en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, les statistiques étaient à l'honneur ce 18 novembre et c'est un moment de vérité, celui où l'on mesure l'impact des chiffres sur l'action publique. Et à cette occasion, la ministre Nialé Kaba a déroulé les innovations en cours, mais aussi l'avancement des réformes engagées. Lansine Bakayuko. Tirer parti des innovations en matière de données et de statistiques afin de promouvoir une société juste, pacifique, inclusive et prospère pour les Africains. Cet objectif met en lumière la nécessité de moderniser les systèmes statistiques nationaux en adoptant des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle, le big data et les plateformes numériques. Ces outils permettent de produire de façon régulière des données fiables, plus pertinentes, désagrégées et inclusives, capables de mieux éclairer les politiques publiques tournées vers l'inclusion, la justice, la paix et la prospérité. Et sous la haute impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement ivoirien a engagé depuis 2020 une réforme ambitieuse du système statistique national. Ces réformes ont permis la création de 3 organes majeurs, à savoir l'Agence nationale de la statistique, le Fonds national de développement de la statistique et le Conseil national de la statistique. Ces institutions jouent un rôle déterminant dans la gouvernance, la coordination et la modernisation du système statistique national pour garantir la production régulière de données fiables et de qualité. Les innovations telles que l'intelligence artificielle, les données mobiles, ou encore les systèmes d'identification biométrique sont désormais utilisés pour renforcer l'inclusion financière, améliorer l'accès aux services sociaux et rationaliser les démarches administratives. Ces innovations ne sont pas de simples cartes technologiques, elles sont des leviers de progrès social, d'autant qu'elles permettent de réduire les inégalités, renforcer la cohésion nationale et d'offrir à chaque citoyen les moyens d'agir. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des décideurs politiques, des partenaires au développement, ainsi que tous les acteurs du système statistique national à poursuivre leurs efforts pour bâtir un système statistique moderne, solide et performant, capable de produire régulièrement des statistiques officielles fiables au service d'une Côte d'Ivoire prospère et pleinement engagée sur la voie du développement durable. La Journée africaine de la statistique est à sa 35e édition. Voilà, et après ces images, parlons de ce défi pour l'Afrique de l'Ouest. Nourrir durablement des millions de personnes dans un contexte climatique instable. À Abidjan, la FAO a ouvert la 17e réunion de son équipe multidisciplinaire pour l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous de 3 jours, alors que plus de 34 millions de personnes dans la région sont touchées par l'insécurité alimentaire. Ami Derasouba, Joël Mambo nous explique tout cela.
Selon des rapports récents de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et d'organisations partenaires, plus de 40 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et ce chiffre devra passer à 52,7 millions d'ici à mi-2025. Face à cette urgence, il convient d'agir rapidement. Et justement, pour apporter une réponse idoine à cette problématique, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest y réfléchissent sur les mécanismes de financement innovants et aux réformes structurelles adéquats pour s'adapter au changement climatique afin de renforcer la résilience des communautés et assurer la sécurité alimentaire. Ces chiffres rappellent l'urgence d'agir collectivement et soulignent l'importance de cette 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour aligner nos efforts, mobiliser les financements innovants. À quelques années de 2030, les progrès en matière de suffisance alimentaire interrogent. Cette réunion s'inscrit donc dans la droite ligne du cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, qui vise à promouvoir une meilleure production, une meilleure nutrition sans laisser personne de côté. La CEDEAO, conformément à son mandat, a engagé des mesures visant l'harmonisation des instruments de gouvernance et la coordination des programmes et projets. Ainsi, il a été adopté, entre autres, la politique agricole régionale ECOWAP en 2005, la politique environnementale en 2008. Il est essentiel de rappeler que la protection sociale, pilier de la résilience des ménages vulnérables, peut être financée par les mécanismes de financement climatique. Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, appelle tous les acteurs à la concertation afin de faire face aux enjeux alimentaires et climatiques. L'ampleur des défis climatiques et alimentaires exige de nous une pleine synergie. Nous devons renforcer la coopération régionale et les partenariats multi-acteurs, car notre résilience future en dépend. Le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest couvre 15 pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, soit une population de plus de 300 millions d'habitants. Voilà, on milite pour la sécurité alimentaire, mais un autre sujet préoccupe les autorités ivoiriennes, l'accès au territoire américain. Face au risque de nouvelles restrictions annoncées par Washington, Abidjan passe à l'offensive. Le ministère des Affaires étrangères mène donc une vaste campagne de sensibilisation et elle vise les étudiants détenteurs du visa universitaire, mais aussi ceux qui tentent d'en faire un usage détourné, parfois en dépassant la durée de séjour autorisée. Suleiman Donisongo. C'est une cérémonie tenue en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Il est question pour les organisateurs de sensibiliser les citoyens ivoiriens tout en leur fournissant des conseils pratiques sur les procédures à suivre pour obtenir un visa ou pour se conformer aux exigences de l'immigration américaine. Une rencontre qui connaît l'implication entière du ministère des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire et les États-Unis partagent ensemble des idéaux forts et il faudrait qu'ils puissent respecter les règles de visa qui leur sont octroyées et penser aussi à revenir au pays pour pouvoir participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Tout le monde qui veut aller aux États-Unis, c'est pour eux de savoir les réglementations pour y aller, pour encourager les opportunités, pour étudier, pour faire les affaires, pour faire les échanges, mais aussi de rester en cadre de loi et pour souligner que le visa, c'est une opportunité. Et avec ces opportunités vient aussi les responsabilités. Articulé autour de plusieurs témoignages d'étudiants de l'enseignement supérieur de retour des États-Unis d'Amérique, ces sensibilisations se poursuivront eu égard à l'importance accordée par le gouvernement à la protection des citoyens et au maintien des relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Et l'Eldorado, ce n'est pas forcément ailleurs. Je vous invite à présent à faire une petite immersion au cœur de la communauté juive de Côte d'Ivoire, grâce aux caméras de nos reporters. La communauté Breslev, aujourd'hui la plus importante d'Afrique francophone, a choisi d'ouvrir son quotidien au grand public, donc à vous. Mais que retenir de leur mode de vie, de leur intégration et surtout de leur impact dans nos différentes communautés? Élément de réponse avec Jean Magagui qui a passé 72 heures avec cette communauté. À la synagogue Breslev à Cocody, en cette mi-journée du vendredi, les femmes juives s'activent. Elles préparent le repas du Shabbat, le jour de repos hebdomadaire dans le judaïsme,
l'un des moments sacrés pour la religion juive. Tout doit être prêt avant le début du Shabbat, car cuisiner est interdit pendant cette période. Le pain tressé et les mets locaux sont au menu de ce jour. Quand on fait le pain de Shabbat, quand on finit de faire la pâte, il y a une autre partie, quand la pâte est levée, il y a une partie très importante et hautement spirituelle, le prélèvement de la rala. Il y a une partie de la pâte qu'il faut enlever, qu'il faut prier. Il y a une prière qui est faite et on enlève cette partie-là. Pour les repas, tout est passé au peigne fin. La conception des mets doit respecter les principes fondamentaux des lois alimentaires juives, le kashrut. On n'achète rien dehors. Tout ce qu'on fait ici, on fait ça avec nous-mêmes, nos propres moyens, avec les mains, avec les femmes de la synagogue, parce que tout ce qui est là est caché. La communauté juive Breslev est dirigée par le rabbin Moshe. Il est chargé de transmettre et d'interpréter les lois juives. Pour lui, le Shabbat commémore la création du monde, symbolise la paix et la spiritualité. Nous faisons beaucoup attention à ce que nous mangeons, parce que de cela aussi dépend de ton âme. Si ton âme est nourrie avec quelque chose de malsain, forcément tu seras malade. En pratiquant le Shabbat, nous sommes connectés à la source de la bénédiction. Et Hachem dit, si tu empêches tes pieds de courir ça et là, et que tu pratiques vraiment, je dirais, la Torah et les pressions liées au Shabbat, Hachem dit, je te placerai à la tête des nations. Le samedi, au coucher du soleil, c'est la fin du Shabbat, selon les prescriptions de la Torah, texte fondamental du judaïsme. Les Juifs de la communauté Breslev ont rendez-vous à la synagogue pour la prière et les enseignements. Amen. Le Kiddush et la Havdalah sont les rituels pratiqués pour cette fin de Shabbat. Ici, les fidèles doivent se faire sanctifier pour la nouvelle semaine. Celui qui ne fait pas Shabbat, il entame ses jours comme un zombie. C'est-à-dire il marche, mais il est mort dans ces jours-là. Mais quand il fait Shabbat, tu vis véritablement. Je cherchais vraiment des réponses à certaines questions dont je n'avais pas là où j'étais. J'ai été orienté ici par une maman. Et donc arrivé ici, vraiment j'ai découvert certaines choses qui m'ont donné la force d'y rester. Les rites du Shabbat se déroulent sous la supervision du rabbin, gardien des 613 commandements juifs. Aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, c'est la communauté reconnue par Israël. Nous recevons tout le temps des rabbinim, toujours beaucoup de juifs qui passent par ici pour des moments de prière, pour des moments, je dirais, d'échange. Après bougies, pain challah, vin et table dressée à la clôture du Shabbat, retour à la routine. Ce dimanche, les Juifs se revêtissent de leur talit ou châle de prière, occasion d'exalter le Dieu unique, Hachem. Ces prières sont également pour eux l'opportunité d'affirmer également leur foi. Le Shabbat, les fêtes juives et les autres rituels sont le partage de la communauté juive Breslev en Côte d'Ivoire. Pour celui qui veut intégrer la communauté Breslev Côte d'Ivoire, la première étape, je dirais, ça dépend d'abord de lui. Il faut d'abord qu'il le veuille vraiment. Au sein de la communauté, il y aura des personnes qui vont l'encadrer, qui vont comprendre sa motivation, son engagement. Parce que certaines viennent simplement que pour avoir le volet mystique de la Torah. Créée il y a une dizaine d'années, cette branche émergente du judaïsme hassidique veut partager les valeurs juives et créer des ponts avec la société ivoirienne. Si l'humanité, si tout le monde se met aujourd'hui la Torah, les gens comprendront qu'est-ce qu'on appelle mon prochain, qu'est-ce qu'on appelle l'amour de l'autre, qu'est-ce qu'on appelle le respect de l'autre et qu'est-ce qu'on, je dirais, on appelle la véritable paix, qu'on appelle en hébreu le shalom. Parce que s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir de bénédiction. La paix est le socle, comme on dit en hébreu, le keli, pour recevoir tout ce qui est bénédiction. Construction de synagogues et développement de l'éducation juive sont entre autres leurs projets. Hormis les prières, le sport est également au cœur des activités de la communauté juive Breslev de Côte d'Ivoire. Au travers de toutes ces actions, les Juifs de Côte d'Ivoire veulent incarner une dynamique nouvelle du judaïsme africain, mêlant ferveur spirituelle, quête identitaire et ouverture culturelle.
Voilà, c'était 72 heures avec la communauté juive de Côte d'Ivoire, un reportage réalisé par Jean-Marc Gagui et Gomez Kwame et Joël, je rappelle, qui ont regagné la rédaction après la réalisation de ce reportage. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a été reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche par le président Donald Trump. Il s'agit de sa première visite officielle aux États-Unis depuis 7 ans. Dans le bureau ovale, le dirigeant a marqué les esprits en annonçant près de 1 000 milliards de dollars d'investissements saoudiens dans l'économie américaine, un engagement qui s'ajoute aux 600 milliards déjà promis. C'est la fin de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas car la direction de l'information de RTI 1 vous propose juste après ce journal le débat politique. Abdoulaye Koné et ses invités feront un état des lieux des initiatives entreprises pour maintenir le climat de paix en Côte d'Ivoire. Point final de ce 20h. À demain dans la paix, mais à 13h, retrouvez le journal de Marine Cognan.